Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Britnarf. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode autour d'un thème essentiel qui nous tient particulièrement à cœur. Mon avenir, je le choisis. Parce que s'orienter, développer ses soft skills, apprendre tout au long de la vie, c'est construire son propre chemin dans un monde en constante évolution. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux invités engagées et inspirantes. D'abord, Louisa, cofondatrice du Forum 2040, et Safa, collègue à la Fondation Zakura au sein du pôle Zakura Academy. Bonjour Louisa. Bonjour Safa. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui et je vous laisse vous présenter. Trop bien, bonjour, merci beaucoup de nous inviter sur cet épisode de podcast. Donc je m'appelle Louisa, je suis cofondatrice du Forum 2040, qui est une association panafricaine. Nous avons donc une association au Maroc qui s'appelle Forum 2040 Maroc, à laquelle je dédie mon temps pour déployer nos activités dans le pays. C'est Safa Zraktouni, je suis assistante de formation au sein de la Zakura Academy, un pôle de la Fondation Zakura. Et on est là pour un domaine ou une thématique qui nous tient à cœur, c'est l'orientation et la formation. Ok, bienvenue encore une fois. Et Louisa, si je te dis orientation, tu penses à quoi spontanément? Alors, l'orientation, je pense... les premières fois où j'ai entendu parler, et je pense qu'on entend parler d'orientation, c'est souvent après le collège, où on va aller s'orienter plutôt vers une filière scientifique ou littéraire. Et puis, c'est souvent lié à un sentiment de peur, de responsabilité assez énorme pour chaque jeune. Il y a aussi le poids de la famille, où on a toujours cette idée qu'il faut réussir son orientation, il faut suivre les bons conseils de papa, maman et de la famille. Et aujourd'hui, donc quelques années après avoir passé mon bac et on va dire fait mon orientation post-bac, c'est vrai que c'est quelque chose qui est récurrent encore aujourd'hui. Je pense à ma propre orientation, quelles vont être mes compétences, quelles sont les compétences que je vais devoir continuer à acquérir, quels vont être le parcours aussi professionnel. Et en fin de compte, l'orientation, c'est un petit peu tout au long de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le voir comme ça. Il va falloir aussi le vivre comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, Safa, si tu devais résumer l'orientation en un mot, ce sera lequel? Toute première décision qu'on doit prendre en tant que jeune, et c'est très important. Mais est-ce qu'on fait ça correctement ou pas, c'est à découvrir et on se base justement sur les expériences des autres, beaucoup plus sur ce qu'on veut, où là on est influencé. Donc, Alors là, on va commencer avec une question simple, mais fondamentale. Louisa, à toi, pourquoi faut-il parler d'avenir avec les jeunes dès le plus jeune âge? Alors, quand on parle d'avenir de plus jeune âge avec les jeunes, c'est aussi resituer les jeunes comme étant des futurs acteurs et des citoyens de notre société. Et ce n'est pas qu'à partir de 18 ans, quand on est inséré dans une certaine filière, qu'on va commencer à jouer un rôle ou avoir un potentiel. Voilà. Ah oui. Et toi, Safa, tu veux réagir ou compléter ce que... justement, parce qu'à un jeune âge, déjà nous on a l'habitude de demander aux enfants qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand. Et je trouve que c'est important parce qu'à cet âge, on a une très bonne imagination, on arrive à imaginer, on arrive à se projeter dans l'avenir. Je veux devenir policier ou autre, ou là, enseignant. Il y en a qui vont répondre avec des réponses beaucoup plus importantes, ambitieuses. Mais c'est très malheureux parce qu'à à un certain âge, on arrête de poser cette question. Et là, c'est là le déclic parce qu'on doit toujours poser cette question, peut-être à chaque anniversaire. Comme ça, on suit l'évolution de cet enfant ou là, de ce jeune homme ou la jeune fille. Comme ça, on arrive à savoir ses compétences, ses orientations petit à petit. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus une question qu'on pose à 18 ans. Après, on choque la personne. Et c'est trop tard à cet âge parce que c'est des compétences qu'on doit développer petit à petit, que ce soit technique ou comportementale. Comme ça, là où il doit décider de faire de choisir une orientation, il est prêt, il sait de quoi il s'agit. Mais là, on travaille pas sur ce volet. Et une fois au collège, on lui donne un papier à remplir. Voilà, tu veux devenir scientifique ou littéraire, ou là, ça ou ça. Et là, c'est trop tard parce qu'on n'avait pas travaillé ça. Et en parlant des outils, Louisa, peut-être que tu peux nous parler des outils que vous utiliserez pour libérer la parole des jeunes. Absolument. Donc, au sein de Forum 2040, au sein de notre association, on développe plusieurs outils
qui permettent donc de faire participer les jeunes, de remettre les jeunes au centre de la transformation de l'éducation. Et donc, on a développé un outil qui s'appelle la fresque de l'éducation, qui permet aux jeunes d'explorer des grands défis de l'éducation donc dans le pays, donc au Maroc, et notamment l'orientation et l'insertion professionnelle en est un grand. Et donc, on propose aux jeunes avec des cartes, premièrement, d'aller créer des liens entre des enjeux, des sous-enjeux, des infos clés. Ça leur permet donc d'approfondir encore un petit peu plus, on va dire, leur appréhension du sujet, donc de comprendre quels sont les types de filières qui sont disponibles, combien de personnes vont à l'université ou pas, quels sont, on va dire, aussi les facteurs qui font qu'une personne va suivre un certain parcours universitaire ou plutôt un parcours professionnel, ou au contraire va aller va aller décrocher ou aller vers un parcours entrepreneurial. Donc en fait, l'idée c'est qu'ils créent un puzzle avec ces cartes et puis partagent leurs expériences, et à partir donc de toutes les infos qu'ils ont pu découvrir lors de l'atelier et leurs expériences personnelles et collectives, ils créent des solutions. Et notamment avec la Fondation Zakola, on avait organisé donc un atelier fresque de l'éducation à Essaouira au mois de novembre avec des lycéens d'un lycée public de Souera. Et sur la thématique orientation et insertion professionnelle, il y a un groupe de jeunes qui ont créé une solution assez intéressante. Eux nous partageaient que ils sentent que le poids de la famille est très important quand il est question de leur choix de parcours. La majorité n'avait jamais accédé ou n'avait jamais eu accès à un forum, un forum sur l'orientation. Donc leur orientation se fait principalement par leur réseau familial, et certains avaient donc créé une solution qui serait donc d'organiser, de créer une émission télé sur 2M, si je peux les citer, et l'idée ça serait de pouvoir avoir une émission tous les vendredis ou sur la chaîne de télévision où on peut avoir un expert, un conseiller d'orientation, un représentant d'une filière professionnelle, d'une université, des parents, des jeunes, pour pouvoir en fait on va dire, ouvrir la conversation sur l'orientation, l'insertion professionnelle, pouvoir aussi avoir des parcours un peu plus atypiques qui puissent nous présenter leur parcours de vie, parce que tous les parcours ne sont pas linéaires. Et donc, ils se sont dit, ça peut être intéressant aussi pour s'assurer que les parents soient sensibilisés aux choix d'orientation qui sont présents au Maroc, et que ce ne soit pas juste une reproduction de ce qui a été fait en amont. Donc, pour eux, c'était aussi, d'une certaine manière, pour eux avoir accès à l'information, mais aussi pour sensibiliser donc les parents. Et donc ça, c'est une solution qui a été créée lors de cet atelier fresque de l'éducation. Je trouve que c'est super comme idée. Et justement, Safa, toi, tu as participé à plusieurs ateliers avec les jeunes au sein de la Zakoura Academy en formation. Quels sont les rêves qu'ils formulent le plus souvent? Enfin, les ateliers ou les formations qu'on avait organisées au sein de la Zakoura Academy, c'était beaucoup plus dédié vers les éducatrices ou les animateurs de classe qui sont en contact avec les enfants, les enfants de classe ou de lycée, de collège, ça dépend de la tranche d'âge. Et je dirais pas des rêves, mais beaucoup plus des obstacles qu'ils ont, c'est ce qu'on discute le plus. Euh, Quand vous savez, on a des écoles de la deuxième chance, donc déjà la tranche d'âge elle est un peu critique. Donc avant de parler rêves, on parle beaucoup plus des obstacles qu'on rencontre avec les enfants, plutôt les jeunes. Et là, la thématique de l'orientation, elle est trop critique parce que déjà pour orienter de la cible, il faut beaucoup plus faire aimer l'éducation ou les classes ou le parcours scolaire à ces jeunes qui ont décroché à un certain moment. Oui, et déjà, le monde de travail change très vite. Et pour les jeunes, ce n'est pas toujours clair. Alors, quel premier repère on peut leur donner sur les compétences attendues? Alors, aujourd'hui, je pense que on a tout un discours qui est très très complexe sur tout ce qui est compétences. Et on est constamment rappelé que on doit développer nos compétences tout au long de notre vie. Et parfois, on ne sait pas trop comment je vais apprendre. Est-ce que c'est au sein d'une école? Est-ce que c'est pendant mes horaires de bénévolat au sein d'une association? Donc, parfois, je pense pour un jeune, ça peut être assez overwhelming. Enfin, ça peut être une grosse source de responsabilité de se dire, ah là là, va falloir constamment que
j'apprenne à être critique, à être analytique, à travailler en coopération. Et en fait, tout ce qui est soft skills, on a encore beaucoup de mal à pouvoir les évaluer. En fait, quel est notre niveau d'analyse critique d'un sujet. Et je pense qu'il faut, autant qu'on puisse, aujourd'hui, on a un système d'évaluation de nos connaissances de maths, etc. Il va falloir comprendre comment on va pouvoir aussi, pas, je vais pas dire évaluer avec une note, mais de savoir pouvoir orienter la personne, de comprendre, ok, bon, bah, sur la communication, je suis plutôt bon. Il faut que je puisse il faut encore que je continue à développer mes compétences, par exemple, de coopération, d'analyse critique. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, de pouvoir avoir aussi ces structures qui accompagnent. Je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a plusieurs programmes qui sont disponibles pour pouvoir développer sa parole en public, etc. Et ces soft skills. Mais il faut pouvoir s'assurer que, voilà, à l'école aussi, on insère de plus en plus ces soft skills au sein des programmes. Je rejoins ton avis déjà. Ça me rappelait une discussion avec un DRH qui partage son expérience et qui dit qu'il a la difficulté de trouver les compétences pour un certain poste. Et il a dit une phrase que je garde en tête que moi, je peux accueillir des centaines de jeunes, mais avec des bonnes compétences comportementales. Il dit que moi, je peux pas travailler ce volet. Ou là, je peux le travailler, mais la personne, elle doit avoir la volonté d'améliorer ses compétences comportementales. Il me dit, côté technique, ça, on peut faire des formations en interne, il n'y a pas de souci. Mais au niveau comportemental, soit vous devez avoir les outils, ou là, vous êtes prêt à faire ce travail au niveau comportemental, ou encore juste la volonté de changer. Et la collaboration, je pense que c'est clé aujourd'hui. Quand on travaille en entreprise ou dans une organisation, on est obligé de savoir coopérer, de pouvoir travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres expertises, de comprendre comment, voilà, on va porter un projet à plusieurs. Alors qu'à l'école, c'est souvent un petit peu une compétition. Et donc, on craint l'autre, on ne voit pas spécialement, on va pas aller regarder, bon, bah, qu'est-ce que l'autre peut aussi m'apporter pour aller plus loin. Et je pense qu'il y a vraiment une différence, on va dire, de management ou de management du travail au sein de l'école et au sein de l'entreprise. Et donc, il faudrait intégrer beaucoup plus d'immersion ou pouvoir aussi avoir d'une certaine manière, voilà, beaucoup plus de cadres collaboratifs au sein de l'école. Oui, Safa, déjà, je crois, à la Sakura Academy, vous mettez beaucoup l'accent sur les soft skills. Effectivement, oui, effectivement, avec à chaque formation, on essaye d'intégrer un module de soft skills, comme ça, on souligne les comportements qu'on doit acquérir pour, justement, c'est trop cadré là, pour chaque formation, parce que à chaque formation, on a une cible différente. Donc, on essaye de souligner la compétence dans l'équipe, où les bénéficiaires auront besoin pour, vivre le quotidien avec, soit les enfants, ou les jeunes à l'école deuxième chance ou autre. D'accord, et en parlant de ça, Louisa, quand on parle des compétences du XXIe siècle, on pense à quoi exactement? Bah alors, je pense qu'on peut en citer plusieurs. Aujourd'hui, on entend beaucoup innovation, autonomie, esprit critique, collaboration. Je pense qu'il y a toute une liste de soft skills. Et des fois, on voit des fiches de poste à rallonge avec le nombre de compétences qu'une personne doit avoir et puis justifier. Et donc, je pense que c'est très important aussi de regarder, en fait, de regarder aussi ce qui est attendu, donc de regarder plusieurs fiches de poste, de pouvoir aussi discuter, avec des DRH pour comprendre un petit peu, qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui au sein de certaines organisations, au sein de certaines entreprises. Et puis, bien sûr, en fin de compte, tout ce qui est soft skills, c'est quelque chose qui se construit dès le plus jeune âge aussi. Donc, on en revient à quel type de méthodologie, quel type de pédagogie on inclut. S'assurer aussi que toutes les soft skills ne doivent pas spécialement rentrer dans un cadre évaluatif. On n'a pas besoin. Est-ce qu'on peut vraiment noter le niveau de collaboration, d'autonomie d'un jeune? Est-ce que c'est même souhaitable d'avoir ce cadre évaluatif? Parce que je pense qu'aussi, quand on s'entraîne, quand on développe nos soft skills, c'est aussi, on va dire, développer notre individu, notre personnalité. Et il faut mettre ça en avant. Il nous faut des personnes aussi très différentes, qui ont des soft skills différentes. Et donc, voilà. Et justement, je remarque que beaucoup de jeunes développent des compétences en dehors de l'école, à travers des activités sportives, associatives, des engagements citoyens.
Et comment, selon toi, par exemple, Safa, les jeunes peuvent-ils développer ces soft skills dans leur parcours scolaire ou extra-scolaire? Alors, je réponds à cette question et je rejoins Lisa, sa parole, c'est que normalement, on a toute une liste des soft skills à lister. Mais est-ce on est obligé d'acquérir ou là d'avoir des compétences kamlin? Bien sûr que non. On cite leadership, c'est une compétence comportementale, mais tout le monde n'est pas fait pour être un leader. Mais l'essentiel, déjà, on en parle, mais pour ne pas effrayer les jeunes d'aujourd'hui, certes, il y a toute une liste. Parfois, on est né avec des compétences. Parfois, on doit les acquérir. Parfois, on a cette compétence, mais on doit la réveiller. Peut-être t'es un bon acteur, mais t'es jamais sur scène pour tester ça. Et comment je peux acquérir ça au fur et à mesure? Un grand pourcentage, c'est la famille. Comment t'es traité là-dedans, l'environnement familial, culturel. En deuxième place, c'est l'école. Donc, c'est tout un écosystème qui va influencer tes choix et surtout si on n'a pas une forte personnalité. L'essentiel dans cette discussion, c'est dire que les compétences que j'ai, comportementales et bien sûr techniques, parce que je vais pas travailler juste avec ma personnalité, je dois avoir des outils à utiliser. Mais c'est combiner les deux et les comparer avec le poste que je vais occuper et avoir un alignement. Et une question que moi, personnellement, je me pose souvent. Est-ce qu'on peut vraiment enseigner les soft skills? Est-ce qu'on peut éduquer à la collaboration, à la pensée critique, à la communication, par exemple? Ah oui, je pense que c'est totalement possible. Euh, c'est juste une différente posture aussi pédagogique. Il faut créer de nouveaux cadres, de nouveaux espaces, bah, d'expérience en fait pour pouvoir tester la collaboration. Et puis c'est aussi d'une certaine manière réfléchir qui sont les personnes qui peuvent créer ces cadres-là. Est-ce que c'est le professeur? Est-ce que c'est une personne externe à l'école? Est-ce que c'est au sein d'un cadre associatif? Je pense qu'il faut aussi réfléchir au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous être transmises par d'autres experts parce que c'est mettre aussi beaucoup de pression sur l'enseignant. L'enseignant a déjà un programme scolaire très chargé à suivre. Il a une classe à gérer, des évaluations à faire. Et donc, c'est aussi repenser nos systèmes d'apprentissage, de reconnaître bien sûr que l'école a une place centrale, mais que l'école du futur, c'est peut-être un système d'apprentissage où il va y avoir l'école comme on la connaît aujourd'hui, potentiellement des associations qui vont être les plateformes pour développer ces soft skills, peut-être des entreprises où on va pouvoir avoir des immersions, et l'école du futur englobera en fait potentiellement toutes ces plateformes, ces espaces d'apprentissage qui en fait forment les individus et composent en fait tout simplement le développement professionnel, personnel de l'individu. Et en parlant de l'école, Luisa, pour moi, l'orientation ne devrait pas être un moment isolé dans la scolarité, mais plutôt une culture, un fil qui accompagne le jeune tout au long de son parcours. Et selon toi, comment intégrer l'orientation de manière plus fluide dans la vie scolaire? D'une certaine manière, je pense que je te rejoins complètement sur cette association entre orientation et culture de l'école. Comme on le mentionnait en début de podcast, en début de cette session, parler d'avenir dès le plus jeune âge, c'est de comprendre qui est-ce qu'on souhaite devenir, à quoi on souhaite, être associé dans notre vie, à quoi on souhaite contribuer. Et puis si on a cette culture constamment de projection, de se poser les questions, quelles compétences, qu'est-ce que je veux faire. Et je pense qu'au Maroc aujourd'hui, on est en train de développer aussi une expertise académique exceptionnelle, et ce qui nous permet de s'orienter vers des filières de très haut niveau. Et c'est vrai qu'on parle souvent des jeunes, mais une orientation réussie passe aussi par les adultes bien formés ou bien les formateurs. Et ça va au niveau de la Zakora Academy, quel rôle peuvent jouer les enseignants par exemple ou bien les formateurs en ça? Alors justement, le rôle les enseignants ou là, les orientateurs en général, ou là, les experts le domaine, il est très important, sauf que il doit être juste au niveau théorique et le sens de partage, pas d'influence.
Pour moi, l'orientation, elle doit être un suivi tout au long du parcours de l'enfant, en suivant ses notes, est-ce qu'il est fort au niveau scientifique ou là au niveau littéraire. Euh, Parlons toujours de compétences comportementales. Il est orienté vers travail de terrain, travail de bureau encore. Donc, c'est un suivi individuel qu'on doit réaliser, mais il doit y avoir tout un pôle d'orientation dans chaque école. Donc, au niveau de la Sakura Academy, certainement, on essaie de souligner l'importance de l'orientation avec des tests, avec des interventions, mais ça reste quand même faible parce que à la Sakura Academy, les personnes, ils viennent pour 5 jours de formation. Et je souligne que c'est un travail de tout un parcours scolaire ou académique. Donc, c'est pas l'affaire de 5 jours. Au-delà des success stories, je pense que c'est important aussi d'avoir des histoires ou des expériences qui sont partagées sur les échecs et comment certaines personnes ont pu aller au-delà des échecs. Parce que honnêtement, quand on oriente, il y a un pourcentage énorme de jeunes, au bout de la première année, ils se rendent compte qu'ils ont fait le mauvais choix, voilà, c'est pas vraiment ça qui, et en fait, quand on pense qu'on a mal fait son orientation, bah, directement, bah, il y a peut-être plus de facteurs qui font qu'on va arrêter et qu'on va juste pas continuer une formation parce que voilà, on n'a plus confiance en ses choix. Et je pense que ça, c'est aussi important d'avoir, d'être soutenu, en fait, pour bifurquer, pour, voilà. C'est vrai. Là. Merci à vous, Luisa et Safa, pour cet échange riche et inspirant. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que l'orientation est une dynamique collective. Elle commence tôt, elle s'appuie sur des compétences humaines précieuses et surtout, elle nécessite des adultes bien formés, à l'écoute et présents. C'est un processus qui évolue avec chacun et qui mérite qu'on y consacre du temps, de l'attention et beaucoup de bienveillance. Et vous qui nous écoutez, que vous soyez jeunes, parents, enseignants, éducateurs, rappelez-vous, mon avenir, je le choisis. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est une initiative et une invitation à prendre part activement à votre propre parcours. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré à l'inclusion scolaire et sociale. À très vite dans Brit Naref. Prenez soin de vous et continuez à poser des questions.